Nous revoilà ensemble. J'espère que vous n'en avez pas marre de moi. Juste pour 1 heure, je vous promets. Voilà. Alors, pour un thème fondamental au Muséum national d'histoire naturelle, qui est le thème de classer. En effet, il appartient, depuis l'Antiquité gréco-latine, il appartient à l'histoire naturelle de s'énoncer sur ce qui est, caractériser le monde réel. Chez Aristote, historia ne veut pas dire histoire. Historia veut dire inventaire. Inventaire, c'est déjà si on veut rendre compte rationnellement de ce qui existe dans la nature, et qu'il s'agisse de plantes, de végétaux, de minéraux, de composés chimiques, ce qu'il y a là, dehors, eh bien, pour commencer, avant même de pouvoir l'expliquer, il faut commencer à poser des mots dessus, en faire l'inventaire. Le problème, c'est que poser des mots dessus, ce n'est pas de poser des mots sur des objets eux-mêmes. Vous n'étiquetez pas chaque mouche, vous n'étiquetez pas chaque brin d'herbe, on est bien d'accord. En fait, ce que vous étiquetez, ce sont des concepts. Et ces concepts, ils ont une géométrie. Et justement, ce qu'on va voir en 1 heure ici, c'est quelle est la géométrie des concepts qui garantissent une efficacité scientifique à nos classes, ou si vous préférez, à nos catégories. Il y a donc une efficacité dans la façon dont on va devoir faire nos concepts, en tout cas, si le but est bien d'expliquer scientifiquement, enfin rationnellement et collectivement, le monde réel. Il suffit de s'y pencher un instant, regardez la collection, la diversité des objets qu'il y a dehors. Là, quand vous sortez de l'amphi, vous croisez plein de trucs. Il y a des machins verts, il y a des machins jaunes, il y a des machins rouges. En plus, c'est le festival de couleurs dans le jardin en ce moment. Hein. Vous pourriez faire une classification sur la couleur. Vous pourriez faire une classification sur la taille. Vous pourriez faire une classification sur est-ce que ça se mange ou est-ce que ça ne se mange pas. Il y a 1000 façons de découper le monde. Donc il y a la géométrie de l'inventaire, mais il y a aussi l'intention qu'il y a derrière, qui va compter. Sinon, si l'intention n'est pas annoncée, votre classification, elle est inintelligible. Donc je commence à anticiper sur ce que je vais dire, mais il y a un certain nombre de prérequis, quelle que soit la science dans laquelle on est, il y a un certain nombre de prérequis à la classification. Classer, ça n'a pas le vent en poupe. Souvent, quand on entend que la science catégorise le monde, la science classe le monde, une bonne partie de nos concitoyens perçoivent cette activité comme oppressive, oppressante. Parce que le rapport que nous avons spontanément avec les catégories sont des rapports, alors disons tout de suite le gros mot, on va y revenir, des rapports essentialisés. C'est-à-dire que les catégories qui sont faites sur les individus du monde réel, même des individus humains, il va savoir jusqu'où on peut leur faire dire ce qu'on leur fait dire. Est-ce que les entités qui sont dans la classe que l'on a formée sont porteuses d'une essence qui les enferme dans cette classe, ou au contraire, s'il n'y a pas d'essence, est-ce que ces individus gardent leur liberté individuelle, gardent leur individualité, gardent leur spécificité, mais néanmoins, au regard de certaines caractéristiques, et pas d'autres, nécessitent qu'on les mette dans une classe particulière. Donc le rapport à la classe est vécu par une bonne partie de nos concitoyens comme conflictuel. Penchez-vous un instant dans une discussion non scientifique. Si vous dites que vous classez ou que vous catégorisez, vous êtes tout de suite perçu comme quelqu'un qui enferme. Alors justement, il va falloir déjouer cette difficulté, c'est-à-dire avec quel concept nos catégories, justement, n'enferment pas les individus qu'elles désignent. La difficulté de classer, on va y revenir sur cette affaire. Il y a une difficulté supplémentaire sur la classification du monde réel, c'est que, je vous le disais ce matin, le monde réel, en fait, est constitué d'individus qui changent. Ces individus changent. Alors, vous pouvez prendre des individus biologiques, comme ici sur l'image, mais vous pouvez prendre aussi des individus minéralogiques, des composants chimiques, des individus qui peuvent être, par exemple, des cultures, des musiques, des langues. Tout ça, ça change. Nous devons classer un monde qui est loin d'être immuable. C'est trivial à dire, mais la tête que vous aviez ce matin devant la glace dans votre salle de bain, ce n'est pas tout à fait la même que la tête que vous aviez il y a 2 mois. Et ça, vous le savez très bien.
Vous changez au cours du temps, votre humeur change, et ne me dites pas que votre mémoire est stable, la mémoire est altérable en tant que propriété émergente d'un substrat matériel qui est le système nerveux central. Ne me dites pas que cet individu, il est constant par sa mémoire. Quand il a 75 ans, il va plus se rappeler de la même chose que dont il se souvenait quand il avait 17 ans. Ce n'est pas la mémoire qui garantit la pérennité de l'individu. Ah, alors dites donc, il va falloir classer les trucs qui changent. Ça c'est pas évident, parce que pourquoi est-ce qu'on classe finalement ? On classe pour avoir des catégories dans nos têtes suffisamment stables pour qu'on arrive à se comprendre lorsqu'on parle. Classer, c'est fait pour parler. C'est une nécessité langagière première. Et puis c'est même très important pour la survie des individus qui parlent, parce que parler, ça permet de transmettre des connaissances que les générations antérieures ont apprises. En gros, la parole est un des moyens de transmission transgénérationnelle qui font que les humains ont une culture qui évolue de manière cumulative. Donc le langage est essentiel pour ne pas bouffer des plantes qui vous intoxiquent. Je vous le fais court. Mais si vous savez de vos parents qu'il ne fallait pas bouffer ces plantes-là, faire une catégorie qui les rassemble, rien que sur le plan pragmatique, déjà, c'est quelque chose d'utile. Donc tout ça pour vous mettre simplement tranquille avec l'idée que classer, ça fait partie simplement du logos, en fait. Le problème, c'est que, est-ce que vous empêchez, la classe doit être, je l'ai dit, doit être stable parce que vous avez besoin d'une stabilité langagière pour qu'on se comprenne. Mais est-ce que vous allez empêcher les individus que vous mettez dans votre classe de changer ? L'état civil a décidé comme tel. Cet individu, il va s'appeler Michel Simon depuis l'année de sa naissance jusqu'à sa mort. L'état civil, en donnant le même nom à un individu qui n'arrête pas de changer, a déjà décidé d'occulter son changement. Le nom va rester stable tout le long de la vie. Dans le sous-continent indien, il n'en est pas toujours ainsi. C'est-à-dire que certaines populations ont décidé de donner un nom différent à la même personne selon si elle est enfant, adolescent ou adulte. Vous pourriez décider de changer de nom ou même de changer d'appartenance catégorielle selon le stade de développement dans lequel vous êtes, puisque vous êtes un changement, vous êtes un flux permanent de matière et d'énergie, donc vous êtes un système changeant. Alors, il y a une tension entre classer la nature et la stabilité langagière. Cette tension, elle remonte à l'Antiquité grecque. Si la science doit décrire précisément l'état du monde, elle doit rendre compte dans son logos du changement. Mais si je rends compte du changement jusqu'au plus petit grain, le plus fin, je dois donner un nom différent chaque jour de la vie de cet homme, puisqu'il a changé. Et donc je vais finir, si je veux vraiment aller jusqu'au bout du changement, je ne vais pas réussir à faire un vocabulaire cohérent, parce que tout change tout le temps. Et d'un autre côté, si je fais une catégorie suffisamment large pour s'entendre à peu près sur ce que je veux dire en parlant de ce machin-là, qui n'arrête pas de changer, je vais pouvoir garantir la stabilité du langage, mais malheureusement, je vais occulter le changement. Et ça, c'est une tension que vous allez retrouver, pas seulement en anthropologie, vous allez la retrouver en zoologie, en botanique, en minéralogie, etc. Tout dépend de la vitesse, évidemment, du changement. C'est sûr que la montagne que je vois là dehors, elle s'érode à une vitesse telle que j'ai pas trop de problème pour donner un nom à cette montagne sans qu'elle change de manière perceptible. La vitesse d'érosion est suffisamment faible pour que je m'arrange un petit peu avec la stabilité langagière. Quand je regarde un individu, c'est déjà plus compliqué. Quand je regarde une population bactérienne dont le temps de génération est d'une demi-heure, je commence à avoir un problème. Donc le rapport entre le changement et la classification n'est pas un rapport simple. Et pour ça, si vous voulez vous débarrasser de la difficulté, eh bien, il faut adopter ce qu'on appelle un nominalisme philosophique, c'est-à-dire postuler que seuls les individus existent et que les catégories sont des conventions de langage. Donc, ne pas enfermer les individus comme portant une essence qui les caractérise spécifiquement, du fait qu'ils les rattachent à une idée qui les transcenderait. Ça, c'est la pensée platonicienne. Ne pas les rattacher à l'idée, mais au contraire, les voir en tant qu'individus. Ça, c'est la version féminine pour ceux qui se plaindraient de ne voir qu'un bonhomme changer. Les femmes aussi, finalement. Bon.
Alors, la science qui s'occupe du rapport à nos catégories, elle porte un nom, elle s'appelle la systématique. C'est la science des systèmes classificatoires. Vous entendez système dans systématique, on sous-entend que c'est la science des systèmes classificatoires. Il n'y a pas qu'une systématique biologique, même si moi je pratique la systématique biologique, il y a aussi une systématique minéralogique, il y a des systématiques des systèmes économiques, il y a une systématique en ethnologie, etc. Quels que soient les objets qu'on regarde et leur complexité, la première leçon pour pouvoir arriver à classer ou à faire des classes qui tendent à une scientificité, on l'a vu ce matin, là c'est directement relié à ce qu'on a vu ce matin, c'est le réalisme scientifique, c'est-à-dire il faut savoir distinguer l'existence matérielle des contenus de la validité théorique des contenants. C'est-à-dire qu'en gros, les boîtes, c'est nous qui les faisons. Alors, le concept, il est dans nos têtes, c'est le carré bleu, le concept. Il est dans ma tête, il sert à ce que je pose un mot dessus. Là, j'ai mis un nom d'espèce. Et évidemment, il va falloir que je me penche sur la raison que j'ai eue de fabriquer ce concept. Mais le concept, c'est moi qui l'ai fabriqué. J'aurais pu inventer un autre concept et mettre une autre collection d'individus dans un autre concept. Je me répète, les concepts ont une intention derrière qu'il faut clarifier. Et d'autre part, il y a un troisième larron dans l'affaire, c'est que si vous parlez de la nature en fabriquant des concepts dans vos têtes, des ensembles dans vos têtes, et en posant un nom dessus, s'il n'y a pas un référent dans le monde réel, rappelez-vous, le monde réel, il n'arrête pas de changer. Donc s'il n'y a pas un point d'ancrage, un référent dans le monde réel, votre concept il va être flottant, et au bout de quelques années, on ne sait même plus de quoi on parle. Alors c'est pour ça qu'il existe des collections d'histoire naturelle, puisque la thématique c'est classification, collection, as-tu dit? Oui, c'est pour ça déjà qu'il existe des collections d'histoire naturelle. Pourquoi les musées d'histoire naturelle dans le monde hébergent-ils des collections? C'est parce que il faut représenter les objets naturels, il faut préserver ceux, en particulier ceux qui ont servi de référent à la définition du concept. C'est ce qu'on appelle des spécimens types. Les spécimens types d'une espèce, c'est le référentiel pour l'espèce, a été découvert à telle date, à tel endroit. Évidemment, un spécimen doit absolument avoir des informations qui lui sont associées, sinon il n'a pas de valeur. Je prends toujours l'exemple des drosophiles. Les drosophiles, c'est une génération toutes les 3 semaines. Imaginez qu'on ait décrit une drosophile en Afrique centrale en 1850. Si l'entomologiste qui a trouvé cette drosophile en Afrique centrale en 1850 n'a pas mis la drosophile en collection, on trouve l'article scientifique, on regarde si... on ne sait pas où c'est ce machin-là, où est-ce que ça se trouve? Il faut se rendre à tel endroit, mince, il n'y a pas de point GPS. Je me retrouve en Afrique centrale, approximativement dans la région où l'espèce a été trouvée. Il y a de fortes chances que la drosophile n'y soit plus. Je parle de celle qui a été décrite en 1850. Soit parce que le milieu a été perturbé, il n'y a plus de drosophile, soit parce que, ça m'étonnerait, soit parce qu'en faisant une génération toutes les 3 semaines, les populations ont tellement changé qu'il se pourrait fort que vous ayez quelque chose qui ne ressemble pas exactement à ce qui a été décrit initialement. Donc c'est capital, en effet, vous le devinez, de mettre des individus porte-noms dans les collections, pour que les concepts ne soient pas flottants. Alors, premier enjeu, j'ai commencé à le dire, premier enjeu de nos catégories. Alors là, je vous prends un exemple dans le vivant, mais le premier enjeu, c'est de ne pas enfermer les individus dans les catégories. C'est-à-dire, en gros, si je vous le dis de manière brutale, la science n'est pas soluble dans Platon. Vous avez appris un peu de philosophie platonicienne en terminale, non? En gros, si je vous le dis de manière courte, le monde de Platon, il est à droite ici, c'est que le monde des idées a son autonomie, mais c'est surtout que les idées sont ontologiquement premières, elles sont au-dessus des individus réels. Les individus, dès lors, ne valent que parce qu'ils sont des représentants d'une idée qui les transcende. Ils portent une essence d'origine transcendante. Évidemment, les monothéismes ont fait leurs affaires avec Platon. Il était évident que, pour Linné, par exemple, botaniste suédois du XVIIIe siècle, si Dieu avait fait la nature, avait créé les espèces le jour de la création, eh bien, chaque individu était le représentant d'un plan divin de création. Les idées qui étaient derrière la création transcendent bien les individus qui les représentent. D'accord ?
Et dans ce cas-là, évidemment, Linné, au milieu, là, il voit une chose, il voit une seule chose, il voit la coccinelle. L majuscule, A majuscule. Et les variations de couleurs que vous voyez à la surface des élytres de ces coccinelles, pour Linné, ces variations sont négligeables. Et il va même plus loin, il dit que c'est une corruption matérielle du plan divin de création. Imaginez, traiter la variation, enfin, dans un langage moderne, j'ai beau jeu de dire ça, mais traiter la variation intraspécifique comme une corruption, en fait. C'est vous dire à quel point l'idéalisme platonicien est ancré dans la pensée de l'histoire naturelle du début du XVIIIe siècle. Donc, essentialisme, alors idéalisme d'abord, dans le sens où le monde des idées est ontologiquement premier et les instances matérielles sont secondes, voire même, imparfaites. Hein. Et cet idéalisme implique un essentialisme. Dès lors, les individus ne valent que parce qu'ils sont porteurs d'une essence qui les rattache à cette idée. Vous ne vous échappez pas de l'essentialisme. Quand vous vous en rendez compte, alors c'est justement là le point nodal du rapport à la catégorie. Pourquoi pas mal de gens refusent qu'on les assigne à des catégories qu'ils n'ont pas définies? C'est parce qu'ils ont été élevés dans une culture essentialiste, qui est celle des trois monothéismes. Et donc, si on dit, écoute, tu fais la vaisselle parce que tu es une femme, et tu répares le moteur de la voiture parce que tu es un homme, excusez-moi pour les gros clichés, mais c'est ça, l'essentialisme. C'est que votre individualité est niée du fait que vous appartenez à une catégorie que de toute façon, vous n'avez pas choisie et dont de toute façon, vous n'êtes pas censé vous échapper. Donc, on va toucher à des trucs plus chauds dans les débats actuels que la seule histoire naturelle, mais le genre social, évidemment, est une catégorie qui n'est nocif que s'il est essentialisé. Après tout, une catégorie pourrait être vue comme une convention de langage, mais s'il devient essentialisé, eh bien, en effet, c'est là que, en tant qu'individu, on se sent enfermé. Spontanément, j'ai envie de dire, pas mal de générations récentes ont remis en cause les catégories conventionnelles, les catégories sociopolitiques conventionnelles, et se sont réassignés à des genres qu'ils ont inventés eux-mêmes. Et en effet, ils se sont libérés, en tant qu'individus, des catégories dont on leur a appris qu'elles étaient d'origine transcendante. Ce faisant, c'est un mouvement libérateur qu'on peut regarder avec sympathie. Cependant, attention, le piège, c'est de ne pas réessentialiser derrière les catégories qu'on a inventées. Certes, on s'est libéré, mais pas pour en réenfermer d'autres, en réessentialisant les catégories nouvelles. Donc, évidemment, si vous vivez dans une logique davantage individualiste, il faut veiller à ce que l'essentialisme ne revienne pas par la fenêtre alors qu'on l'avait sorti par la porte. Alors, s'oppose une bascule philosophique, en particulier en histoire naturelle, dans le siècle qui sépare Linné et Charles Darwin. Pour Charles Darwin, ce n'est pas les catégories qui existent, qui sont ontologiquement premières. Pour Darwin, les catégories sont des conventions qui nous servent à parler. Ce qui est premier pour Darwin, ce sont les individus. Dès lors, Darwin peut voir que les individus varient, et cette variation n'est pas prise comme une corruption matérielle. Au contraire, cette variation est prise comme fait premier. Comment se fait-il, alors que ces coccinelles varient tellement, comment se fait-il qu'elles arrivent quand même à se ressembler? Alors, je ne sais pas si vous percevez la bascule, elle est énorme. Linné prenait la ressemblance comme ontologiquement première, fruit d'une création divine. Darwin voit la dissemblance comme un fait premier. Dès lors, la question, ce n'est pas pourquoi ça ne se ressemble pas. La question, c'est pourquoi ça se ressemble alors que ça varie. Et ça se ressemble parce que les individus aux formes les plus extrêmes sont élagués des générations. Élagués, ça veut dire qu'ils ne survivent pas. Et donc, il y a un processus de tri dans la nature qui fait que, à chaque génération, c'est une forme à peu près moyenne qui arrive à se maintenir. Les formes les plus extrêmes du spectre de variation des formes, les formes les plus extrêmes sont éliminées de proche en proche. Et donc, la sélection naturelle, qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique d'abord, à court terme, la ressemblance. Je ne sais pas si vous imaginez la prise d'autonomie. Alors que la ressemblance pour Linné était le fruit d'une volonté divine de création,
pour Darwin, la ressemblance est le fruit d'un processus naturel qui est l'élimination pure et simple des formes extrêmes d'une population. Le titre est très malin, l'origine des espèces ou la préservation des formes, des variants favorisés au cours de la lutte pour l'existence. La lutte au sens large, la lutte, c'est-à-dire les efforts que doivent faire les individus pour subvenir à leurs besoins. Eh bien, Darwin parle de préservation dans le sous-titre de son livre, il ne parle pas d'évolution. À long terme, je vous l'accorde, si le milieu vient à changer, d'autres formes que celles des générations antérieures pourraient devenir à leur tour favorisées, et donc oui, la moyenne va se déplacer. Oui, l'espèce va changer au cours du temps. De toute façon, l'espèce, ce n'est qu'une communauté de reproduction sur laquelle j'ai décidé de mettre un nom, mais cette communauté, sa moyenne peut se déplacer si le milieu vient à changer. Sur le long terme, bien sûr, la sélection naturelle peut aussi expliquer le changement des espèces, mais retenez que sur le court terme, elle explique la ressemblance. Dès lors, il ne peut y avoir ce processus que s'il y a variation. Le statut de la variation change complètement. Elle était négligeable, voire même corruptive chez Linné. Elle est fondamentale chez Darwin, c'est le carburant de l'évolution. Dès lors, chez Darwin, les catégories que vous posez dessus sont des conventions de langage. Alors, repérer l'essentialisme dans les questions. Alors, les élèves de CM2, par exemple. Pourquoi c'est l'homme qui s'est redressé et qui a appris à parler? Imaginez-vous, vous êtes enseignant, enfin je ne sais pas si vous le serez, mais il y a des enseignants qui peuvent être confrontés à ça. Pourquoi c'est l'homme qui s'est redressé et qui a appris à parler? Comment ne pas tomber dans le piège inconscient, évidemment, de la question? Parfois, les questions sont bien formulées dans un registre philosophique qui n'a rien à voir avec un registre scientifique. Bon, pour ne pas être trop long, on ne va pas jouer à la devinette, sinon on n'a qu'une heure là. Alors je ne vais pas jouer à la devinette, mais vous remarquerez que dans la question, ce que l'on qualifie d'homme l'est avant de s'être redressé et d'avoir appris à parler. Or, pour un systématicien, l'entité qui s'est déjà relevée et qui parle déjà n'est homme que parce qu'elle le fait. La catégorie homme est subséquente à la capacité de parler et à la capacité de marcher debout. Le plus facile à comprendre, c'est le chat a des poils parce que c'est un mammifère. Alors ça, vous l'avez dans les classes de l'école élémentaire, des fois, ça. La cause de la présence des poils, c'est le rattachement du chat à la catégorie des mammifères. Là, vous avez une phrase essentialiste, ou plutôt idéaliste, pour être son petit frère, l'idéalisme. Une phrase de scientifique, c'est « le chat est un mammifère parce qu'il a des poils ». Mammifère est une convention de langage que j'ai fabriquée en décidant de mettre dans un même groupe toutes les bestioles qui avaient des poils. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste. L'évolution a doté le crabe d'une carapace. Celle-là, elle est jolie. C'est un documentaire télévisé sur la BBC. L'entité qui reçoit la carapace est crabe avant que de l'avoir reçue. On ne peut pas être dans la systématique, là. Et puis l'évolution, en plus, les sujets du verbe. L'évolution, elle distribue les trucs. Bon, toi, tu auras une carapace, toi, tu auras des poils, toi, tu auras des ailes. Bon, l'évolution, c'est un processus, hein. C'est pas une providence, en fait. Cette phrase, elle n'est pas seulement essentialiste, elle est aussi providentialiste. Deuxième enjeu, quel logiciel vous faites fonctionner quand vous faites des catégories? Alors, là, on a toujours un problème avec notre héritage culturel, c'est que nous avons appris inconsciemment, nous avons été inconsciemment éduqués à l'exceptionnalité humaine. Et donc, nous regardons la nature avec une logique de coupure. Alors, pas tout le monde, mais une bonne partie d'entre nous, regardons la nature avec une logique de coupure. Un humain qui cherche à se surdéfinir contre un animal qui, lui, ne se définit jamais, n'est jamais défini, en fait. Alors, je ne vais pas vous citer les articles de journaux, si, j'en voilà un, mais je n'ai pas le temps de le détailler. En philosophie francophone, c'est très puissant, ça. La plupart des profs de philo du système secondaire raisonnent en césure irrémédiable entre l'humanité, qui est exceptionnelle, et le reste du vivant, qui d'ailleurs est autre, en fait, qui n'est jamais vraiment défini. Si bien qu'à chaque fois que la primatologie donne à des chimpanzés, à des bonobos, à des gorilles ou à des orang-outans des capacités
qui jusque-là était réservé à l'humain, ou qu'on croyait réservé à l'humain, à chaque fois les journaux reviennent sur le même refrain, et décennie après décennie, c'est la même histoire. Mais alors, qu'est-ce qui reste à l'homme? Quel est le propre de l'homme? Le propre de l'homme. Alors, le propre de l'homme, on ne pourra jamais mieux le cerner que si on raisonne en logique de partage. Vous ne saurez ce qui est propre à l'humain que si vous avez déjà fait la liste de ce que les humains partagent avec les autres espèces. Alors il vous restera ce qui est propre à l'homme. Ce que vous ne pourrez jamais faire si vous coupez l'humain arbitrairement sur un gradient. Ce qui intéresse le systématicien, ce n'est pas la différence, c'est le partage. Le partage est beaucoup plus difficile à penser que la différence. Pourquoi? Vous le devinez. Regardez l'amphi, là. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même tête. Si je commence à vouloir classer le monde sur la différence, c'est trop facile. J'isole les individus, je ne fais que des singletons, je ne fais aucun ensemble. Un singleton en mathématiques, c'est un ensemble qui n'a qu'un seul élément. Je n'ai pas fait de langage avec ça. Chaque individu biologique est unique, vous le savez ça. Alors pas seulement génétiquement, il suffit de se pencher à la bonne échelle d'observation, même deux jumeaux ne sont pas uniques, vous le savez aussi. Et donc, en biologie, ce qui permet de penser, ce n'est pas la différence. Ce qui permet de penser, c'est le partage. Parce que seul le partage va devoir vous mettre au clair sur ce que vous êtes prêt à prendre comme convention pour dire, bon, je sais bien que tout est différent, mais allez, sur ce caractère-là, accordons-nous pour dire que ça mérite d'être regroupé dans le même ensemble. Alors, les humains sont humains parce qu'ils ont... Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les humains? Oh, le grand glutéal est le plus grand muscle fessier qu'on ait jamais vu chez tous les primates et même chez tous les mammifères. Les humains sont définis par leurs fesses. Ne souriez pas, c'est vrai, c'est anatomique. Les humains sont définis par le redressement du gros orteil du pied dans l'axe des autres doigts de pied. Voilà un caractère qu'on ne trouve que chez l'humain. Qu'est-ce qu'il y a encore chez l'humain? Bon, il y a toute une liste, ne soyons pas angoissés, on peut mettre des étiquettes sur la boîte sachant que, évidemment, on aura testé les partages avec les boîtes d'à côté. L'humain partage d'autres choses avec celui qui lui précède, et puis il partage encore d'autres choses avec celui qui lui précède, etc., etc. Donc en listant les partages, on est au moins au clair sur la convention de langage sur lesquels on va s'accorder pour dire que deux caractères sont les mêmes. Le pavillon de l'oreille qui est là et le pavillon de l'oreille qui est là, eh bien, ils sont suffisamment semblables pour que je puisse poser sur ces deux entités la convention de langage pavillon de l'oreille, notamment par la topologie du crâne, par la forme. Je vais tolérer un certain degré de déformation en morphométrie géométrique. Bref, je vais m'accorder pour dire, allez, à partir de ce point-là, j'appelle ça oreille. Et d'ailleurs, je peux réunir tous les individus qui portent un pavillon de l'oreille. Au moins, ça me force à être explicite sur ce qu'on appelle les homologies, c'est-à-dire homologos, le discours sur les entités qui sont les mêmes. Seul le partage me force à cet effort intellectuel. Troisième enjeu cognitif. Si je suis d'accord que mes boîtes doivent signifier ou représenter des partages, comment j'agence mes boîtes? Là, j'ai deux modes hiérarchiques. À droite, j'ai une hiérarchie par empilement, et à gauche, j'ai une hiérarchie par emboîtement. Alors, les hiérarchies par empilement, alors là, puis là, il n'y a pas de hiérarchie du tout. C'est ce qu'on appelle des silos. Alors, les silos, ça peut convenir. Ça dépend des intentions qu'on a. Par exemple, les silos conviennent très bien à la table de Mendeleïev. Les éléments de la table de Mendeleïev sont classés en fonction de leurs propriétés fonctionnelles dans des boîtes qui sont symbolisées ici par des couleurs. Et ces boîtes se jouxtent les unes les autres, elles ne s'emboîtent pas les unes les autres. Donc là, on a typiquement un système de classification en silos. Je parle des couleurs, là. Les couleurs se jouxtent et ne s'emboîtent pas. La classification par empilement, elle souffre, du point de vue du systématicien, d'une incohérence, qui est la suivante. Il peut lui arriver de mettre dans des groupes des entités sur une caractéristique commune, mais en ne respectant pas totalement l'observation. C'est-à-dire que
elle laisse en dehors du groupe des entités qui ont la caractéristique qui pourtant a défini le groupe. Exemple, si la couche verte, c'est le paléolithique. Le paléolithique est une catégorie qui a été fondée sur la présence de pierres taillées. En jaune, le mésolithique, en bleu, le néolithique. Vous remarquerez que la couche bleue, le néolithique, elle n'est pas incluse dans le paléolithique. Elle est hors du paléolithique, et pourtant, il y a bien toujours des pierres taillées au néolithique. Je vous invite à regarder les pointes de flèches qu'on retrouve dans les caches thoraciques des humains du néolithique. Et donc, évidemment, une classification par empilement, elle manque de cohérence logique, puisque ce qui définissait la boîte verte, je la retrouve dans d'autres boîtes, en fait. Donc, pourquoi je n'ai pas mis la boîte bleue dans la boîte verte? Alors, ce manquement à la complétude des catégories, eh bien, il est résolu par les hiérarchies par emboîtement. Dans une hiérarchie par emboîtement, imaginons que le vert, ce soit le paléolithique, eh bien, le néolithique serait bleu, et l'emboîtement signifie qu'il y a toujours des pierres taillées dans le néolithique, même si la pierre taillée ne définit pas, elle, le néolithique étant défini par une autre qualité surnuméraire. C'est ce qu'on remarque aussi en biologie. Les petits malins qui iraient nous dire tiens, quand c'est en silo, par exemple, il y a des activités pédagogiques en forêt de Guyane où on vous dit, alors ce n'est pas les enseignants qui font ça, ce sont des associations qui distribuent des activités pédagogiques pour des sorties en forêt. S'il y a des poils à la surface, c'est des mammifères, je suis dans le rouge. S'il y a des écailles à la surface, c'est des reptiles, je suis dans le vert. S'il y a des plumes à la surface, je suis chez les oiseaux, c'est en orange. Et s'il n'y a rien à la surface, c'est des amphibiens. Voilà une classification en silo. Eh bien, il y a un élève qui remarque que les oiseaux, là, parce qu'il en a un devant les yeux, il dit « Mais vous dites que la boîte verte, c'est les écailles, mais sur les pattes des oiseaux, il y a des écailles, en fait. » Ben, on l'avait oublié. Regardez le pigeon, là, tout à l'heure, quand vous sortirez. Il y a des écailles sur les tarsométatarses et les phalanges des oiseaux. Et donc, les gamins, spontanément, font une hiérarchie par emboîtement, ce qui permet de dire que les oiseaux en question ont bien les écailles, mais aussi, en orange, les plumes en propriété surnuméraire ajoutée. Donc, souvent, on remarquera souvent que les hiérarchies par emboîtement, du plus général au plus particulier, permettent une plus grande richesse descriptive que les hiérarchies par empilement. Donc on préférera les hiérarchies par emboîtement si évidemment, ça souscrit au projet qui est celui de la discipline concernée. Je passe. On va éviter les incohérences hiérarchiques. Alors ça, c'est un problème, mais sur lequel on finit par ne plus pouvoir parler non plus. Les incohérences hiérarchiques, c'est simplement le fait que vous pourriez prendre un morceau d'un groupe, un morceau d'un autre groupe, mais seulement partiellement, et puis faire un groupe avec ça, traversant des groupes qui leur sont partiellement seulement superposés. C'est le système universitaire français. Ce qu'on appelle une UMR, unité mixte de recherche. Pourquoi on dit mixte? Parce qu'on a pris un bout de Sorbonne Université, on a pris un bout du muséum, on a pris un bout du CNRS, on a mis dans une boîte, on a secoué, et ça fait une UMR. Mais du point de vue hiérarchique, vous avez deux chefs. Vous avez le chef de l'institution qui vous paye, et vous avez le chef de votre UMR. Bon, on s'en arrange, c'est une question de cahier des charges. Mais en langage scientifique, quand on va vouloir décrire les réalités du monde scientifique, du monde réel, eh bien, on va éviter les incohérences hiérarchiques parce que elle crée de la confusion dans les procédés de recherche. Quatrième enjeu, et c'est celui qui fait l'objet du titre de cette intervention. Le quatrième enjeu, il est essentiel, vous allez deviner pourquoi. Il y a des opérations mentales, je l'ai déjà évoqué, qui consistent à diviser un échantillon, faire passer une ligne de démarcation, séparer. Il y a une procédure mentale qui consiste au contraire à regrouper. On avait dit tout à l'heure les partages. En science, on essaye de catégoriser le monde en spécifiant des partages. Sinon, si vous faites de la division, vous isolez vos objets. Tous les objets sont potentiellement ou réellement singuliers. Assigner, ranger, là c'est un peu différent, c'est que lorsque vous avez votre classification déjà faite, vous allez assigner l'individu
à la bonne catégorie ou à la bonne classe en fonction des propriétés qu'il porte. Alors j'insiste surtout sur les deux premiers qu'il va falloir distinguer. Pourquoi c'est difficile? Même si ça a l'air facile présenté comme ça, en réalité c'est difficile. Dans un échantillon du monde réel, je peux faire passer une ligne de démarcation et dire à droite je mets ceux qui ont des pointes et puis à gauche je mets ceux qui n'en ont pas. Le problème, une fois que j'ai fait passer ça c'est très bien, c'est très utile quand on défriche le monde réel. Alors typiquement, quand on est sur le terrain, par exemple en zoologie, il y a un chalut qui remonte d'une pêche scientifique, il faut se dépêcher de trier les individus. On fait du tri, on n'est pas en train de chercher des histoires de classification. On a un tri extrêmement rapide, extrêmement opérationnel pour mettre rapidement les spécimens en préservation de manière à les faire ensuite rentrer en collection. C'est seulement en collection après qu'on ira regarder de plus près les affaires de classification. Le tri, donc, fait passer une ligne de démarcation entre des individus qui ont et des individus qui n'ont pas. Ou alors des individus qui ont telle propriété et puis d'autres qui ont telle autre propriété. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas nous empêcher de désigner ce que nous avons trié. Et puis alors, du coup, on va se retrouver à dire à droite, j'ai ceux qui ont les vertèbres, puis à gauche, j'ai ceux qui n'ont pas de vertèbres. Et très vite, vous allez avoir un petit rigolo qui va dire à droite, j'ai les vertébrés, et à gauche, j'ai les invertébrés. Et c'est foutu. C'est foutu parce que vous avez créé une catégorie sur la base d'une privation. Alors, vous y êtes peut-être sensible, je fais appel à votre bon sens, mais si la science fait des catégories justifiées par des absences d'attributs, elle fait des concepts mort-nés. La liste, je prends n'importe quelle collection d'objets, là, une paire de lunettes, un ordinateur, une paire de chaussures, je les mets dans un ensemble et je dis qu'elles n'ont pas de nuages. La liste de ce que n'importe quelle collection d'objets n'a pas est infinie. Et donc vous pouvez faire n'importe quel groupe absurde si vous vous autorisez à regrouper des objets sur la base d'une absence de quelque chose. C'est bête comme chou à comprendre. Et vous faites des retranchements, vous faites des marchepieds. Alors une autre façon de vous faire sentir, c'est de lever la main ceux qui sont nés en province. Bonjour les provinciaux. Ça va? Levez la main ceux qui sont nés en banlieue. Bonjour les banlieusards, moi aussi tiens. Bon, la province évidemment est négativement définie par rapport à son exclusion de Paris. Et vous sentez bien que si je vous dis que vous êtes provincial, je ne parle pas de vous, là, en fait. Je m'en fous même de vous. Je parle de Paris. La banlieue, pareil. Si je vous dis que vous êtes banlieusard, je m'en fous de vous. Je ne cherche pas à savoir où vous êtes né exactement. La banlieue, ce qui compte, c'est que c'est l'exclusion de Paris. Les invertébrés sont les banlieusards des vertébrés, je vous le rappelle. Vous n'avez rien dit d'un escargot ou d'un ver de terre quand vous dites qu'ils n'ont pas de vertèbres. Vous avez parlé des vertébrés. Les prokaryotes, vous n'avez rien dit des prokaryotes quand vous dites qu'ils n'ont pas de noyau. Vous n'avez rien dit des prosimiens quand vous avez dit qu'ils ne sont pas des singes. Vous n'avez rien dit des proacantoptérygiens quand vous dites qu'ils n'ont pas d'épines dans les nageoires. La liste est longue, des confusions, des groupes qui ont été définis sur des exclusions, en fait. Donc vous ne forgez pas un vocabulaire scientifique opérationnel si vous mettez dans une catégorie des objets au motif ou des entités au motif qu'ils n'ont pas quelque chose. C'est tellement ancré dans les habitudes, malgré tout, que ce n'est pas si évident qu'il y paraît quand on est en situation interdisciplinaire en tant que scientifique. Dans d'autres disciplines, on retrouve les erreurs que la systématique avait faites dans le passé. En astrochimie, on découvre que les météorites sont classés en chondrites et achondrites. A, c'est privatif. Alors quand vous voyez une catégorie qui commence par A, amusez-vous. Achondrite, ça veut dire qu'il n'a pas de chondre. J'ai passé 1 heure autour d'une bière avec Alain Testard, Alain Testard, l'anthropologue, qui avait fait une classification des sociétés humaines en fonction de leurs économies et qui avait fait un groupe poubelle qui n'avait pas les structures économiques que d'autres sociétés avaient. Il a fallu 1 heure pour que je le convainque. Plus on vieillit, en plus c'est dur à mettre en cause. Que je le convainque de faire des catégories sur ce que les entités ont vraiment et pas sur ce qu'elles n'ont pas.
Donc ce que je suis en train de dire, c'est que si on confond l'opération de division et l'opération de tri, on fait des groupes négatifs. C'est comme ça qu'un vertébré a été forgé. Il est donc essentiel de distinguer l'opération de tri et l'opération de classification. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les opérations de tri étaient inutiles. Elles sont très utiles quand vous faites une clé de détermination. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une clé de détermination, mais c'est un jeu de pistes dans un livre où on vous pose des questions et en fonction des réponses que vous donnez, on vous oriente vers un nom d'espèce. J'ai une fleur dans la main, alors je regarde dans le livre, est-ce que les pétales sont au nombre de 5 ou est-ce que les pétales sont au nombre de 4 ? Alors si c'est au nombre de 5, vous allez page 20, si c'est au nombre de 4, vous allez page 50. Alors je vais page 50, on me pose une autre question. Est-ce que le bord des feuilles est lisse ou le bord des feuilles est crénelé ? Alors si le bord des feuilles est lisse, vous allez page 120, s'il est crénelé, vous allez page 160, etc., etc. Et au bout du compte, on a fait des tris successifs, en fait. Mais c'est un jeu de pistes pour arriver à un nom d'espèce le plus vite possible. Ça, c'est un outil pragmatique. Donc, retenons bien, la clé de détermination, elle est là pour être pragmatique, elle n'est pas là pour décrire le monde. Elle est là pour vous orienter dans le monde. Mais elle n'a pas de portée ontologique, elle ne dit pas ce qui est. Elle est là pour vous guider seulement. Donc trier, c'est absolument nécessaire du point de vue pragmatique. D'ailleurs, les collègues sur le terrain trient du matériel, que ce soit des minéraux, que ce soit des météorites, que ce soit du vivant. On trie du matériel. Et d'ailleurs, une enquête a montré que quand on demande aux collègues qui sont sur le terrain, au moment où ils le font vraiment dans le coup de feu, là, tout de suite, là, à toute vitesse, tu tries ou tu classes ? Et quand on en discute, ils s'aperçoivent qu'ils font les deux à la fois. Parce que le problème des biologistes, c'est qu'ils connaissent bien le groupe sur lequel ils travaillent. Donc quand ils font le tri sur le terrain, comme ils ont déjà des catégories mentales classificatoires bien ancrées, ils les utilisent en même temps qu'ils trient. Donc c'est difficile. Plus la personne est spécialiste d'un groupe, plus c'est difficile de lui faire admettre le moment où il fait du tri et le moment où il classe. Parce qu'il est justement pertinent pour classer. Mais si on donne ça à faire à des enseignants en formation, ce qu'on a fait nous au muséum, on a emmené des enseignants en formation sur des opérations de tri de terrain, eh bien eux ils peuvent être parfaitement conscients qu'ils font du pur tri parce qu'ils n'ont pas une connaissance sophistiquée des organismes. Donc c'est vous dire que dans notre tête, dans la vie de tous les jours, on mélange les deux opérations. Mais au moment où il faut faire une classification, il faut être attentif à ce qui définit nos classes finalement. Cinquième enjeu, alors cette fois-ci cet enjeu il est scientifique. Quelle est l'attention classificatoire ? Admettons qu'on soit décidé à faire une hiérarchie par emboîtement, du plus général au plus particulier. Quand je dis hiérarchie, vous m'avez compris, je ne parle pas d'une hiérarchie de valeurs là, je parle simplement du plus général au plus particulier. Admettons qu'on veuille faire une hiérarchie par emboîtement, admettons que nous soyons nominalistes, admettons que nous voulions faire des groupes complets, faut-il encore qu'on se mette d'accord sur de quoi la classification va parler. Qu'est-ce que vous voyez là, sur l'image ? Un lapin, mais encore. Ah, vous êtes dubitatif, vous n'osez pas. Non, surtout, vous n'osez pas, en fait, à mon avis. Bon, certains y verront quoi, d'ailleurs ? Certains y verront du gibier. Maintenant, il n'y a pas de chasseurs dans la salle. Allez, si, peut-être, après tout. Donc, certains y verront du gibier, d'autres y verront de la volaille. Ça, c'est plus rare, parce que je ne sais pas si vous mangez beaucoup de lapin, mais allez dans un restaurant, vous verrez que le restaurateur va classer la viande de lapin dans la viande de volaille. Pour un restaurateur, le lapin est de la volaille. Pour le zoologiste, c'est un mammifère. Alors là, vous avez 3 catégories qui ne se recoupent pas du tout pour désigner un même objet. Alors pas un même ensemble, surtout pas, mais en tout cas, un objet peut être assigné à des ensembles hétérogènes selon l'intention que l'on a. Évidemment, jamais personne ne verra le sanglier comme de la volaille. Et puis de même, on ne verra jamais le loup comme de la volaille ou comme même du gibier. Le loup n'est pas considéré comme un gibier par le chasseur. Donc vous voyez bien que là, on a des catégories qui ne se recoupent pas les unes les autres,
Et pourtant, un même objet peut être dans les trois selon le registre dans lequel on est. Alors ça, c'est particulièrement saillant, cette idée, lorsque l'on se frotte à des classifications, de se demander de quoi elles parlent. Parce que nous vivons en permanence avec au moins 3 classifications dans nos têtes sans que nous nous en rendions compte. Nous utilisons évidemment une classification au jour le jour utilitariste. Les vénéneux, les venimeux, les nuisibles. Alors ça se dit moins aujourd'hui, mais il y a 100 ans, dans les écoles, il y avait des grands panneaux dans les classes où on représentait les animaux nuisibles, ceux qui portaient préjudice aux intérêts économiques des cultivateurs. Le bétail, ça reste utilisé, le bétail. Chez le poissonnier, on parle de poisson, tout à fait. On parle de poisson chez le poissonnier. Les trucs qui s'attrapent avec des cannes à pêche ou avec des filets, ça s'appelle des poissons. Alors nous, dans les langues latines, on n'y incorpore pas autre chose que des vertébrés, mais toutes les langues ne sont pas également précises. C'est-à-dire que dans la langue anglaise, par exemple, on parlera de starfish pour l'étoile de mer, on parlera de jellyfish pour la méduse, etc. Donc ce qui s'attrape dans l'eau, ça s'appelle poisson en fait. Si le cahier des charges, c'est de parler de ce que les organismes font, là je parle des êtres vivants parce que c'est plus facile comme exemple. Si le cahier de charges s'intéressait à ce que font les organismes, alors nous avons des catégories fonctionnelles, comme par exemple le phytoplancton. Le phytoplancton, c'est tout ce qui fait de la photosynthèse en milieu aquatique, pélagique. Le bétail a une cohérence écologique si on s'intéresse aux sources du méthane, aux sources de méthane, par exemple. Mais par exemple, un vertébré sera absolument incohérent du point de vue écologique, parce que quelles caractéristiques écologiques voudriez-vous trouver entre la chenille d'un papillon de France et une méduse des grands fonds océaniques? Et ils sont tous les deux des invertébrés, mais écologiquement, ils n'ont rien à voir les uns les autres. Mammifères, c'est pareil. Si je regarde ce qu'ils font, quel point commun entre une baleine qui nage dans l'océan austral et une chauve-souris qui mange des insectes dans votre jardin? Les mammifères n'ont aucune cohérence écologique, et donc en effet, en écologie, on va avoir du mal à parler de mammifères en prenant toutes les composantes des mammifères en compte, bien sûr. Si on s'intéresse à des attributs, c'est-à-dire ce qu'ils ont et pas ce qu'ils font, eh bien, il va y avoir d'autres catégories qui vont être cohérentes. Actinoptérygiens, ce sont les poissons à nageoires rayonnées. Ça, c'est cohérent puisqu'il y a des caractéristiques anatomiques qui les définissent. Poisson est incohérent du point de vue de ce que les êtres vivants ont. Alors, les poissons ont tous un crâne. Eh oui, mais le problème, c'est que j'ai laissé des bestioles à crâne en dehors des poissons. J'ai le problème de complétude que j'avais pour le paléolithique, rappelez-vous. Si je veux que le terme de poisson parle vraiment d'un ensemble complet, donc je ne veux pas être en défaut logique, il me faut un ensemble complet, il faudrait que je mette toutes les bêtes à crâne dans les poissons, il faudrait alors y mettre tous les tétrapodes. Mais ce n'est pas ce qui est fait classiquement. Et c'est pour ça que poisson n'est pas valide dans le registre systématique, parce que le groupe n'est pas complet, il en manque plein à l'appel. Alors, par contre, chez le poissonnier, ça ne sert à rien de dire actinoptérygien. Les poissons ont bien une palette gustative à peu près semblable. D'ailleurs, même l'œnologie ne s'y trompe pas. On ne vous recommande pas n'importe quel vin avec un plat de poisson. On va trouver des vins, la plupart du temps des vins blancs, qui s'accordent avec un plat de poisson. C'est bien qu'il y a une cohérence gustative dans le registre utilitaire au poisson. On continuera donc à dire poisson chez le poissonnier, bien sûr, puisque le contexte s'y prête. Mais il est aussi absurde aujourd'hui de dire actinoptérygien chez le poissonnier que de dire poisson dans un laboratoire de zoologie. Une truite est plus apparentée à vous qu'elle ne l'est d'un requin. Ah tiens, j'ai parlé d'apparentement. C'est bizarre. Eh bien oui, puisque l'intention classificatoire dans le registre systématique, à droite, l'intention classificatoire aujourd'hui, c'est de mettre dans un groupe sur la base d'attributs communs. Donc bien des partages, je reviens sur le mot partage, des partages,
héritées d'une ascendance commune. Et donc, si la classification parle des partages, elle parle de la filiation des êtres vivants, c'est-à-dire des degrés d'apparentement, en fait. Alors, je peux le dire de deux manières. Une truite a plus de caractère avec vous qu'elle n'en a avec le requin. Prémaxillaire, maxillaire, frontal, pariétal, occipital. Tous ces os-là, la truite le partage avec vous. Le requin, lui, il n'a aucun de ces os. Un sélacanthe est plus proche de vous qu'il ne l'est de la truite. Le sélacanthe a avec vous les humérus et les fémurs. Un dipneustes est plus proche de vous qu'il ne l'est du sélacanthe. Le dipneustes, lui, il a en plus des poumons alvéolés fonctionnels comme les vôtres. C'est vous dire à quel point les poissons sont hétérogènes du point de vue de l'apparentement. Et puis si je pousse le bouchon, je peux dire un requin a plus de choses avec vous qu'il ne l'a avec la lamproie. Le requin a la mâchoire, déjà. Bon, j'arrête là, mais poisson, c'est hétérogène du point de vue de l'apparentement. C'est la raison pour laquelle il n'est plus utilisé en systématique. Donc, vous voyez, on fonctionne en permanence avec 3 registres. L'important, ce n'est pas d'éradiquer un registre ou un autre. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce qui est important, c'est d'utiliser les concepts appropriés au contexte dans lequel on est. Et ça fait des dérapages, sinon. Il y a un concept piégeux, particulièrement piégeux, c'est le concept d'algues. En fait, quand vous regardez ce qu'on met dans les algues, vous avez un festival d'organismes absolument hétérogènes. Les algues brunes, les laminaires et les fucus ne sont pas du tout apparentés aux algues vertes, à la laitue de mer. Il y a des algues microscopiques qui sont apparentées, certes, aux algues vertes, mais pas aux algues rouges. Bref, vous avez un festival j'allais dire de couleurs, oui, parce que les endosymbioses chloroplastiques qui ont fait toutes ces algues ne sont pas les mêmes au cours de l'évolution. Et donc, on va dire les choses clairement, les algues sont apparues plusieurs fois, en fait. Bon, mais algues, ça a peut-être une cohérence écologique si on s'intéresse au cycle du carbone dans les océans. Donc le mot n'est pas toujours utilisé. C'est le mot le plus ambigu avec poisson, c'est les 2 mots les plus ambigus que je puisse trouver, c'est-à-dire que bien qu'on sache de quoi ça parle, on continue à l'employer dans un registre qui n'est pas le bon. Et donc, il y a une source d'erreur possible. Comme source d'erreur possible, laissez-moi vous citer un exemple pour que mes trucs ne soient pas trop théoriques et soient plus vivants. Au début de ma carrière, je suis tombé sur un papier de physiologie où les gens s'intéressaient à une protéine, je ne sais plus qu'est-ce que c'était comme protéine, je crois que c'est les hémoglobines, ou les myoglobines, je ne sais plus. Il vivait mal dans l'article le fait que la myoglobine du crocodile ressemblait beaucoup plus à celle des oiseaux, de l'échantillon, à celle du poulet en l'occurrence, qu'à celle d'une tortue et d'un lézard. Et alors, dans la discussion, les personnes étaient très embêtées et disent il faudra qu'on vérifie. Alors, ça n'entachait pas l'argument principal de leur article qui était ailleurs, mais il y avait ce petit machin en exergue qui les dérangeait. Ils s'excusaient presque. Il y a peut-être une erreur de manip, une contamination. C'est quand même bizarre que l'hémoglobine du crocodile ressemble plus à celle des oiseaux qu'à celle des lézards. Et d'où venait cette gêne ? D'une catégorie mentale préétablie, qui était celle des reptiles, et qui est comme poisson. Les reptiles à l'ancienne, je dis bien à l'ancienne, c'est-à-dire lézards, sphénodons, tortues, serpents, crocodiles, c'est hétérogène. Les crocodiles sont en effet plus apparentés aux oiseaux qu'ils ne le sont des tortues ou des lézards. Et donc, il n'y aurait pas eu de contorsion dans la discussion de cet article si les personnes avaient eu tout de suite les bonnes catégories en tête. Donc, ils suspectaient une erreur là où il n'y en avait pas. En fait, ils confirmaient le fait que les crocodiles sont plus apparentés aux oiseaux qu'aux lézards. Donc, prérequis rationnel pour une catégorisation efficace, si on veut une richesse en information, on va essayer tant que possible de privilégier une hiérarchie par emboîtement, c'est-à-dire du plus général au plus particulier. Si vos objets s'y prêtent, bien sûr. Les groupes, si vous les emboîtez, il faudrait qu'ils soient cohérents entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas partiellement chevauchants. Ça, c'est ce dont j'ai parlé quand j'ai parlé des UMR.
Il faut de la cohérence hiérarchique. Mais ce qui est bien avec la cohérence hiérarchique, c'est que vous pouvez cumuler les propriétés. Rien de ce qui ne fait de vous un animal parce que vous avez du collagène dans votre peau ne vous empêche d'être un humain par propriété surnuméraire ajoutée, notamment vos fesses et vos doigts de pied. La hiérarchie par emboîtement est cumulative. D'ailleurs, si je vous rappelle, dans ce système-là, dans ce système de pensée qui est le plus populaire, on n'est quand même pas des bêtes. Faut pas déconner, on n'est pas des animaux. Si un enseignant de l'école, de collège aujourd'hui, dans un cours même de SVT, s'il n'annonce pas la couleur et qu'il dit l'homme est un animal, plus de la moitié de la phrase, pardon, ma langue a fourché, plus de la moitié de la classe refuse l'assertion. L'homme est un singe, c'est pareil. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça dépend des catégories. Il y en a qui sont vécues comme subversives et d'autres non. Si vous dites l'homme est un mammifère, ah ouais, mamelle, on entend mamelle, bah oui, les femmes ont des mamelles, oui, d'accord. Si vous dites l'homme est un vertébré, on entend vertèbre, ah oui, oui, ça marche, vertèbre, il n'y a pas de cohérence dans l'acceptation des catégories. Mais par contre, singes et animaux, là, c'est refusé par une partie de la classe. Parce qu'on vit sous le règne de la césure. Alors évidemment, l'acculturation au discours scientifique par le prof de SVT, c'est de faire comprendre qu'on classe par emboîtement. Et l'emboîtement, il a ceci d'avantageux que rien de ce qui fait de nous des animaux ne nous empêche d'être humains en propriété surnuméraire ajoutée. Évidemment que nous portons le collagène avec bien d'autres animaux, mais ça ne nous empêche pas de porter des trucs en plus qui fait de nous des humains. C'est trivial à dire finalement. Donc ce que permet donc la hiérarchie par emboîtement, mais ce qui ne permet pas la césure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, avec la césure, vous deviez choisir, soit tu es un humain, soit tu es un animal. Le cahier des charges. Alors, au mieux, si vous voulez une classification efficace dans la description de ce qu'elle cherche à spécifier, il faut qu'il y ait un seul but poursuivi. Par exemple, vous ne pouvez pas classer en même temps des êtres vivants. Là, je parle du vivant, mais ça sera pareil pour d'autres entités, parce que, en gros, c'est deux régimes de pensée qui transcendent les disciplines, le régime structuraliste et le régime fonctionnaliste. Si vous classez le vivant sur ce que les animaux font, enfin, ou les êtres vivants font, vous n'aurez pas la même classif que celle où vous les classez sur ce qu'ils ont. La mouche vole, le pigeon vole, la courtilière ne vole pas. L'autruche ne vole pas. Bon, alors, je mets le pigeon et la mouche dans un groupe, parce qu'ils volent, et je mets de l'autre côté l'autruche et la courtilière dans un groupe, parce qu'ils ne volent pas. Ça, c'est fonctionnaliste. Classification structuraliste. Je mets la courtilière et la mouche dans un groupe, parce qu'ils ont 6 pattes et une paire d'antennes. Et je mets dans un autre groupe l'autruche et le pigeon, parce qu'ils ont des plumes et un bec. Ça, c'est une classification structuraliste. Vous avez remarqué qu'elle est inversée par rapport à la précédente. D'accord ? Si vous essayez de chercher à classer à la fois sur ce que les êtres vivants ont et sur ce qu'ils font, vous obtenez une classification molle. Elle est toujours renversable. Elle est toujours ajustable selon les besoins du discours. Elle est impropre à avancer dans la description du réel. Alors, on ne va pas faire cette conférence aujourd'hui, mais malheureusement, ça a été le cas dans la classification de la théorie synthétique de l'évolution au milieu du XXe siècle, où on a voulu à la fois classer par apparentement, donc sur ce qu'ils ont, et à la fois sur des sauts écologico-adaptatifs qui justifiaient en apparence que les poissons restent la banlieue des tétrapodes parce qu'ils n'étaient pas sortis des eaux, ils n'avaient pas fait quelque chose que les tétrapodes avaient fait, et que les reptiles méritaient d'être la banlieue des oiseaux parce qu'ils n'avaient pas fait quelque chose que les oiseaux ont fait, c'est-à-dire apprendre à voler. D'accord ? Le mélange de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont a permis de maintenir des marchepieds, des banlieues en quelque sorte, pour magnifier la survenue d'un groupe qui ne concernait pas le groupe classé. Donc un cahier des charges unique, ça veut dire, sachez à quoi vous en tenir quand vous classez, ayez un objectif. Et si je devais prendre une expression populaire pour résumer le propos, quand on veut attraper 4 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. C'est la leçon qu'il faut retenir.
Vous attraperez votre lièvre si vous vous fixez un seul objectif. Le vivant est trop complexe, mais il n'y a pas que le vivant, hein. Le monde est trop complexe. Faire des groupes complets, j'en termine là. Les groupes complets, c'est l'exigence de cohérence interne à votre classification. Si vous faites un groupe sur la base d'un caractère partagé, il faut mettre tous ceux qui ont le caractère dans le groupe. Alors s'il y a un oui mais, qui laisse des entités qui ont le caractère en dehors du groupe, ce oui mais, c'est un défaut de cohérence hiérarchique. Ça rejoint avec la cohérence hiérarchique dont on parlait tout à l'heure. Pour ceux qui sont familiers avec le vocabulaire phylogénétique, les groupes complets, c'est les groupes monophylétiques. Un ancêtre et tous ses descendants. On ne laisse pas en dehors du groupe des descendants de cet ancêtre. Mais ne parlons pas de monophylie, parce que ça ne concerne que la biologie. Parlons du néolithique et du mésolithique. Parlons de la classification des outils de l'industrie humaine. Même chose, si on essaie d'être cohérent, on va faire des groupes complets. En gros, on ne va pas laisser en dehors du groupe des entités qui pourtant justifient le regroupement de ce groupe. Voilà pour les prérequis rationnels pour une catégorisation efficace à décrire le monde. J'ai essayé de les rendre les plus généraux possibles, parce que je sais que dans ce tronc commun de master, tout le monde n'ira pas vers la systématique. Vous irez vers d'autres horizons, mais si ça peut vous rassurer, en linguistique, ils ont ces problèmes-là. Hein. D'ailleurs, qui ressemblent beaucoup aux problématiques qu'on a en biologie, puisqu'il existe des phylogénies de langues. Et même chose, ils ont une contrainte de monophylie lorsqu'ils désignent les langues une fois classées.